Bonsoir à tous, du coup moi je suis Floriane, j'ai 29 ans et je suis AESH dans un collège depuis bientôt 5 ans et j'ai rejoint le collectif il y a très peu de temps et ma mission ce soir c'est de vous le présenter. Du coup je vais commencer avec sa date de création. Donc le collectif il a été créé le 5 mars 2022. C'est aussi une date d'une mobilisation importante des métiers du lien à Paris, suite à l'invitation de François Ruffin et de Fakir pour l'événement Pas de présidentielle sans les essentiels. Du coup, notre collectif des métiers du lien et du soin, c'est un espace d'échange, de réflexion, de proposition et d'action. Le but, c'est de rassembler, d'informer et d'alerter les professionnels sur les problématiques de ces métiers dits essentiels. C'est un moyen de rassembler tous nos métiers parce qu'en fait, on a énormément de points communs, dont le fait qu'on a peu d'espace dans le débat public, du coup. Les secteurs d'activité des métiers du lien et du soin sont très nombreux et notre collectif, il s'axe globalement sur des réflexions et des actions sur les métiers de l'accompagnement et du soin à domicile, les structures d'hébergement, l'école inclusive, le secteur du nettoyage et celui des transports scolaires. Voilà pour la présentation. C'est parfait. Ça va. Je coupe mon micro maintenant. Et bonne soirée à tout le monde. Du coup, je vais enchaîner si ça vous va. Donc, moi, je suis Juliette, je suis auxiliaire de vie sociale dans une entreprise privée sous forme de SCOP en Loire-Atlantique et je suis cofondatrice du collectif Les Essentiels du lien et du soin. Juste une info en amont, mais je suppose que vous l'avez vu, on a fait le choix d'enregistrer cette visioconférence et en fait les autres qui vont suivre afin de garder une trace pour établir un compte rendu, mais également dans le but de pouvoir éventuellement les diffuser sur notre chaîne YouTube qui n'est pas encore officiellement créée. Donc, vous pouvez dès à présent désactiver votre caméra si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez intervenir pour réagir ou poser une question, il vous suffit de lever la main qui est présente dans les différents icônes en bas de votre écran. Si vous êtes sur ordi, dans l'onglet, je crois, réaction. Alors, pourquoi ce projet de visio? En fait, il est motivé par plusieurs constats. Tout le monde, on se rend compte que tout le monde est en manque d'échanges et d'informations claires, concrètes et fiables dans nos secteurs d'activité. D'où notre intérêt d'y remédier, enfin au moins de tenter de le faire. Soyons un peu humbles et par une proposition ouverte et interactive. Donc la visio nous semblait la plus propice. En proposant pour chaque thème de visio des personnes ressources dont le professionnalisme et l'engagement sont reconnus. Donc encore merci à Aurore et Christelle d'être nos expertes pour la soirée et en conviant celles et ceux qui le souhaitent sans restriction aucune. Donc l'importance face aux urgences et souffrances de nos secteurs d'activité, l'importance de les nommer, de les croiser, de réfléchir ensemble à des solutions et de motiver les collègues en fédérant nos énergies. On est toutes et tous des essentiels à la cohésion de notre société pour les enfants, les adolescents, les adultes accompagnés, mais aussi, il faut le rappeler, pour les aidants, les familles et les proches. Voilà pour ce qui nous a motivés à lancer ce projet de visio. Et je coupe mon micro. Alors, je prends la suite. Je voulais juste… Donc, moi, je suis Laura. Je suis sur Montpellier. Moi, je travaille en CESU depuis près de 15-20 ans. Je ne sais plus très bien. Je ne compte plus. Et voilà. Donc, pour ma petite part, moi, j'ai aussi participé au démarrage de ce collectif et j'en suis vraiment ravie. Et alors, je voulais simplement vous rappeler le thème de ce soir, même si vous l'avez certainement tous en tête.
qui est le droit du travail et le syndicalisme. C'est quoi? Ça sert à quoi? Et du coup, je vais passer la parole rapidement à Aurore et Christelle, qui sont là pour répondre aux questions, et je leur propose de se présenter. Aurore et Christelle, c'est à vous. Aurore, tu prends ou je prends? Vas-y, commence. Allez, on y va. Alors, je me présente. Je suis Christelle, U1. Je suis maintenant représentante syndicale Sud Solidaire, Sud Santé Sociaux plutôt, au niveau de la branche dans le secteur du Nord. À la base, je viens du transport scolaire. Donc, je peux également renseigner sur le transport scolaire ou le transport de personnes handicapées. Voilà ma petite présentation, mon petit parcours. Et disons que ça fait environ 12 ans que je suis dans le syndicalisme, sur plusieurs syndicats, dont un que nous avons créé dans le transport scolaire, justement. Bon, vas-y, Aurore. Alors, moi, c'est Aurore. Donc, je suis AES dans une maison d'accueil spécialisée donc dans les Hautes-Pyrénées. J'ai travaillé 2 ans dans le secteur de l'aide à domicile. J'ai participé du coup à un collectif avec certaines d'entre vous et je suis très ravie donc du coup déjà d'être là. Je suis syndicaliste, ça fait 20 ans que je suis membre du syndicat la CGT. Je suis aussi à la commission santé du Parti communiste. Voilà, donc je suis engagée quand même dans des batailles syndicales et politiques depuis plus de 20 ans. Donc j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Et si je n'ai pas la réponse, je pense que Christelle l'aura parce que moi je n'ai pas révisé parce que je ne touche pas les pieds par terre. Donc, je n'ai pas étudié les questions. Donc, voilà. Mais on va y arriver. Et du coup, on a parlé du syndicalisme, c'est ça? Bah oui, c'est quoi le syndicalisme? C'est quoi tout ça, ce thème de ce soir? C'est quoi tout ça? À quoi sert le syndicalisme? Moi, je vais faire un résumé très rapide. En plusieurs années, la CGT, elle a 100 ans, hein, donc voilà. Le syndicalisme a permis d'obtenir des droits aux travailleurs. On peut parler des congés payés, des conventions collectives, du droit du travail. Ça a permis l'amélioration des conditions de travail de tous les salariés. Et sans ces syndicats et le rapport de force qu'ils peuvent amener, je pense qu'on en serait encore à l'époque de Germinal. En sachant que, bon, bien sûr, il y a des métiers où c'est encore difficile. Et sur la question de qu'est-ce qui s'est passé, je vais rentrer direct dans la question, hein, qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans pour l'aide à domicile, c'est que le rapport de force n'a pas été. Et malheureusement, c'est des secteurs qui sont oubliés parce que le rapport de force ne se fait pas. Parce qu'on rentre aussi dans le vif du sujet, avec des conventions collectives au rabais, avec des gens qui sont isolés et qui n'arrivent pas à s'organiser. Et ça, c'est bien les gouvernements et l'État et les employeurs hein, qui savent très bien que plus divisé, c'est mieux régner. Et du coup, voilà pourquoi depuis 40 ans, ça ne bouge pas. Bon, je vais reprendre la parole, vu que j'ai fait mes devoirs. Alors, il faut savoir que, par exemple, la première convention collective, c'est la BAD, et elle n'a été signée que le 21 mai 2010. Or que les droits syndicaux ou les droits à un CE sont arrivés 20 ans plus tôt. Le premier CE, c'est en 1945. Donc, pour vous dire que 1945 à 2010, il n'y a pas eu de combat de la part des aides à domicile. Alors, pourquoi il n'y a pas eu? Parce qu'avant, on remonte avant, les femmes, elles ne travaillaient pas, elles s'occupaient eux-mêmes des personnes vieillissantes, de la maman, de la belle-mère, etc. Ils ne recevaient pas de salaire pour ça. Donc, pourquoi on va les payer maintenant? Dites-moi un peu. Donc, sans combat de la part de toutes ces intervenantes,
on ne va pas avancer beaucoup plus loin. Alors, les accords au niveau des conventions collectives, c'est des discussions qui se passent en commission paritaire avec des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers. Je suis désolée de vous dire, mais le premier syndicat de France, c'est la CFDT, et tous les salariés se tirent une balle dans le pied en continuant à voter pour CFDT dans les entreprises. La CFDT, c'est à la base, c'est la CFTC, c'est un syndicat de cadres qui s'est divisé et qui a créé la CFDT. Moi, personnellement, je suis partie de la CFDT en 2017 quand ils ont été d'accord avec la loi du travail. La loi du travail a cassé notre code du travail et a permis maintenant toutes les négociations qui peuvent avoir lieu au niveau de la branche passent après les accords d'entreprise et des choses comme ça. Et là, on y trouve n'importe quoi. Donc, personnellement, quand je vois un syndicat comme ça, je me dis que s'il serre la main au patronat, c'est pas pour moi. Donc voilà. Donc du fait, c'est un petit peu des devoirs que j'ai fait et juste pour résumer un tout petit peu, quand ça a commencé, et etc., etc. Il faut retenir que la grande réforme du Code du travail, ça a été en 2017 et que franchement, c'est pas bien du tout. Bon voilà pour mes devoirs. Peut-être demander comment, moi je me demande comment ça fonctionne. Alors moi je suis syndiquée CGT depuis pas hyper longtemps. Peut-être, Aurore, tu peux nous dire l'organisation en fait du syndicat. Moi en tant que syndiquée de base, voilà, je suis pas dans un syndicat en particulier. Je ne dépends d'aucune fédé en fait. Je suis une syndiquée de base. Et comment ça se passe voilà, comment se passe l'organisation en fait? Alors, déjà, si tu dépends d'une fédération, tu es obligé de dépendre d'une fédération. Sauf que si, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils t'ont mal enregistré dans la mauvaise fédération. Ça, c'est possible. Mais tu dépends forcément d'une fédération. En fait, il y a en haut, donc il y a le collège exécutif, donc le national, le conseil national. Après, il y a des fédérations. Et ces fédérations, ça représente les branches de des différents secteurs. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des unions départementales qui, du coup, s'occupent de toutes les actions du département. Et après, il y a des unions locales, c'est-à-dire sur des secteurs. Et après, il y a des syndicats. Et après, il peut y avoir des sections syndicales aussi. C'est un peu complexe, mais toi, par exemple, on appelle ça un isolé, c'est-à-dire que les gens qui vont aller se présenter, donc en général, ils vont se présenter dans les UL, dans les unions locales, donc c'est au plus proche de chez eux, de là où ils travaillent. Ces unions locales les remettent sur leur fédération. Voilà, c'est ça qui se passe. Et s'il y a par contre un syndicat dans l'entreprise où tu travailles, tu es adhérente au syndicat, mais qui sera toujours affilié à ta fédération. Voilà. Et après, tu as la communication qui est descendante et montante. Dans un syndicat, c'est comme ça que ça passe. Et surtout que dans un syndicat, c'est la base qui fait le syndicat. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la base, c'est-à-dire les syndiqués qui font le syndicat. Et c'est ce qu'on disait, et ce que disait Christelle, c'est que plus tu as de monde syndiqué dans une fédération, plus quand il y a des accords, si tu veux, quand il y a des négociations avec les syndicats des patrons, plus tu as de poids. Plus tu as de poids parce que tu as un nombre de syndiqués. Alors, Christelle, elle n'a pas remis son micro, elle parle. Comment on constitue une section syndicale au niveau d'une association, d'une entreprise? Alors, il faut savoir qu'il faut 2 syndiqués pour pouvoir nommer un représentant syndical dans l'entreprise. Ce représentant syndical pourra prendre la parole au nom des salariés. C'est très important d'avoir des représentants syndicaux. Quand il y a ensuite un délégué syndical d'entreprise ou dans une association, il faut une représentativité quand il y a des élections professionnelles. Alors, en fait, les gens, s'ils ne votent pas
dans les entreprises, on n'a pas de représentativité et donc on n'a pas de délégués syndicaux. Il faut savoir qu'il faut 10% des voix, mais malheureusement, les gens ne votent plus. Sur les dernières élections où j'ai été faire le protocole, pour 1000 salariés, on a eu au bas mot 300 votants. C'est très peu. C'est pratiquement pareil que pour voter au niveau des présidents. Les gens n'ont plus foi au syndicat. C'est malheureux parce que c'est que comme ça qu'ils peuvent se défendre. Et que comme ça qu'ils peuvent aussi maintenant, à cause de la réforme de Macron, c'est que comme ça qu'ils pourront aller négocier leur salaire, leurs heures de travail, etc., etc. Après, il faut savoir que malheureusement, dans les syndicats, elle va être d'accord avec moi, Aurore, je pense, il y a beaucoup de personnes infiltrées et qui ne font pas réellement leur travail. Il faut savoir que si on veut vraiment aider les gens dans une entreprise ou dans une association, il ne faut pas compter ses heures. Hein. Maintenant, vous n'avez plus que 30 heures de délégation et vous travaillez 60 heures semaine. Ok. Laura, tu avais levé la main? Oui. Ok. Et j'avais carrément oublié d'enlever le micro. Laura, ça doit bugger un peu. Oui, je voulais savoir, Christelle, je note la question. Comment ça se passe? Là, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Comment ça se passe en CESU? Syndicat, pas syndicat, comment on fait? C'est à partir de combien de personnes qu'on peut créer je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref. Alors, en fait, bah oui, c'est ça. Le problème du CESU, c'est qu'il faudrait avoir un minimum de 11 salariés à temps plein chez le même employeur pour pouvoir faire un CE. Ce n'est pas possible. Donc, à la rigueur, si vous êtes 2 ou 3 à intervenir, ce que vous pouvez faire, c'est vous syndiquer et quand même avoir un mandat de représentant syndical, il me semble, Aurore, puisqu'il faut 2 salariés. Et alors, j'ai un peu étudié le CESU, j'ai vu qu'il y avait des modifications qui ont été apportées. Il y a une toute petite convention très récente sur l'octroi des congés payés, mais en réalité, dans le CESU, il n'y a pas grand-chose. Et il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais alors, je vous dirais que pour le CESU, du fait comme vous n'avez pas réellement une convention collective fournie, vous devez vous raccrocher au Code du travail. Parce que la pyramide, c'est ça, c'est d'abord le Code du travail, ensuite, normalement, hein, dans la hiérarchie des normes, le Code du travail prime sur les conventions collectives et prime sur les accords d'entreprise. Sauf que la hiérarchie des normes a été inversée par Macron avec le fait qu'un accord d'entreprise, maintenant, peut passer au-dessus de tout ça. Il faut faire très attention à ce qui est signé en entreprise. Mais sinon, pour vous, je dirais le Code du travail. Tout ce qui s'applique au Code du travail s'applique à votre employeur, même si c'est un particulier. C'est les lois, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Nul n'est censé ignorer la loi au jour où il devient employeur, même s'il n'a qu'un employé. Après, ça ne t'empêche pas d'être syndiqué en tant qu'isolé. Et tu peux te syndiquer dans l'union locale de chez toi. Et dans le cas où donc il y a plusieurs employeurs différents, donc on est différents salariés à chaque fois, c'est pareil? Moi, je dirais que par employeur, comme je t'ai expliqué, il faudrait essayer de créer… Aurore, il faut qu'on se téléphone là-dessus pour voir si on peut arriver à avoir des renseignements. Il faudrait essayer de créer, mettons si vous choisissez CGT ou Sud, Santé Sociaux, ce que vous voulez. On n'est pas là pour défendre une étiquette, hein, on est là pour défendre des salariés. Il faudrait essayer d'avoir au moins 2 syndiqués par employeur et vous fédérer dans une seule fédération et dans ce cas-là, voir s'il y aura ou pas possibilité d'avoir au moins un représentant syndical, même s'il y a plusieurs employeurs. Après, c'est assez délicat parce que ça ne se fait pas comme ça. D'accord, ok, je comprends. Alors, on en réfère à nos chefs au-dessus, nous, parce que nous aussi, on a des chefs au-dessus, et voir ce qui serait possible de faire, Aurore. Ouais.
Ouais, on s'est renseigné au niveau des unions locales et départementales. Ouais. Ouais, ce serait pas mal. On se renseignera pour la prochaine fois. Moi, j'en Oui, parlerai merci beaucoup. Bien sûr. à mon fédéral. OK. J'ai levé la main. Comme c'est moi qui gère les gens qui lèvent la main, je dis que j'ai levé la main. C'est pratique. Moi, je me permets de revenir du coup par rapport à mon syndicat, enfin là où je suis syndiquée, donc la CGT. Aurore, tu parlais du coup des fédérations. Donc oui, alors moi j'ai bossé, j'étais sous BAD. Là, je suis dans une entreprise privée, donc SAP. Je suis repartie dans une asso BAD et je suis revenue dans une entreprise privée. Donc du coup, ben, tu vois, c'est compliqué pour moi et j'ai le sentiment que c'est quand même bah, globalement, en plus, on est de plus en plus à changer de boulot. Donc, c'est compliqué. Et en tout cas, pour rester sur ce qui enfin, me concerne moi, donc le maintien à domicile, ma question, c'est est-ce qu'on peut espérer un jour, parce qu'apparemment, à la CGT, il y a 5 fédés pour le maintien à domicile, au moins 4, je crois. Ouais, 3 exactement. Parce Ah que oui, les CESU sont avec la SAP. d'accord, les CESU sont avec la SAP. OK. Donc, est-ce qu'on peut espérer un jour qu'il y ait une fédération unique pour voilà, les gens comme moi, qu'on se retrouve avec Aurore, qu'on se retrouve avec Laura, par exemple, sur, voilà, sur les mêmes revendications et soutenues par la même fédé, en fait, dans la même fédé. Est-ce que c'est imaginable pour toi? Oui, c'est imaginable, ça se discute au sein de la CGT. Après, le problème qu'il y a, c'est toujours le problème du nombre, quoi. C'est-à-dire du nombre de syndiqués. Et si tu veux faire une fédération, il te faut quand même un minimum de syndiqués dans ce qui représenterait le secteur de l'aide à domicile. Donc oui, ça s'envisage. Hein? Je sais pas où on lève la main là, sur ce truc. Tu vas dans réaction, tu as un petit bonhomme là. Non, c'est avec mon téléphone, j'ai pas de réaction. Ah, ben alors je sais pas avec le téléphone. Je suis Dans désolée. plus, tu vas dans plus. Ah, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, oui, ça se discute. Bien sûr que ça se discute parce que ça va être important d'avoir qu'une fédération. Mais après, ça prend du temps. Et après, je pense que. Mais le problème actuel du syndicat, c'est que, comme tu dis, avant, les personnes ne travaillaient toujours dans la même entreprise. Donc, étaient toujours la même fédération, étaient toujours au même syndicat, étaient toujours. Voilà. Maintenant, on voit bien que les gens, ils changent de métier et leur carrière, ils ne la font pas à la même entreprise. Et donc, du coup, cette difficulté-là, comme tu dis, de bouger d'une fédération à une autre, c'est pour ça que d'ailleurs, plein de personnes ne se retrouvent pas dans la bonne fédération parce que ils ne font pas le changement ou les UL ne font pas le changement et puis les UL ne savent plus à peu près où est rapporté, quelle fédération concerne quel métier, machin, milieu. Donc, c'est vrai que cette difficulté-là, donc les statuts, c'est vrai que les statuts, bon, mais il y a un manque actuel sur ça, sur le rapprochement avec les fédérations. Donc, ça se travaille, ça en discute. Après, il y a, au sein de la CGT, il y a des, je ne sais plus quel département, mais ils ont monté un syndicat de l'aide à domicile. Ça, c'est possible départementalement. Nous, dans les Hautes-Pyrénées, on est en train de discuter de ça, de monter un syndicat de l'aide à domicile. Bon, j'y vais. Donc, c'est que propre à la CGT, ça, pour moi. Et je sais. Sud Santé Sociaux, l'aide à domicile, c'est santé sociaux, au même titre que les autres. Donc, il n'y avait pas réellement de représentants dans ce domaine-là. Je ne sais pas si au niveau fédéral, national, il y en a, mais ici, nous, en départemental, du fait, ils m'ont créé ce poste. Je sais que chez FO, c'est pareil, c'est santé sociaux. Et eux, au niveau fédéral, forcément, puisqu'ils signent les accords, ils sont très fiers de leurs accords signés, surtout sur l'avenant 43.
Il y a Laure. Laure, ouais, Laure, tu as levé la C'était main. juste pour revenir sur ce que disait Aurore. Elle cherchait le département où ils avaient créé un syndicat de l'aide à domicile. C'est le 42, c'est chez nous. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un du 42, là, sachez qu'il y a un syndicat dédié à l'aide à domicile. Je vois qu'il y a des nouveaux arrivés, des nouvelles arrivées. Bernardon, je ne sais pas si c'est un homme, une femme. On ne voit pas de photo. Bienvenue. Est-ce que vous voulez lire Je ne sais pas s'il y a encore une question là en direct. Sinon, on peut lire une question qui a été reçue avant. Est-ce que vous avez une question là en direct? Les présents? Ça va? On peut lire une question qui a été envoyée? Alors, comment clore un contrat suspendu? Je la prends, Aurore? Oui, vas-y, vas-y. Alors, il n'y a aucune obligation à l'employeur de Vous m'avez entendu. suspendu. Il faut savoir que la loi elle prévoit de suspendre le contrat, mais elle ne prévoit pas de l'arrêter. Donc, hormis négocier la sortie en rupture conventionnelle ou en abandon de poste, on n'a pas de solution pour le licenciement. Sauf que depuis peu, le pass vaccinal n'est plus obligatoire. Donc, comme il n'est plus obligatoire, votre employeur doit accepter que vous veniez travailler juste avec un test antigénique. C'est ce que j'ai mis comme lien. Et s'il ne vous a pas contacté pour reprendre votre emploi, moi, je serai vous, je réclame toute la planification qui n'a pas été faite et les heures de travail que vous n'avez pas effectuées, puisqu'il est obligé de vous payer même si vous ne travaillez pas. Oui, sauf que dans le cas des personnes fragiles, il me semble que s'il y a l'obligation quand même. Non? Non, j'ai vérifié avant la visite. Dans le lien que j'ai posté, on voit bien que, par exemple, les chauffeurs scolaires, les personnes intervenant comme les éducateurs, les aides à domicile, tout ça, ils ont juste l'obligation du test antigénique maintenant. Et d'ailleurs, j'ai une salariée dont je m'occupe dans l'association Mes filles travaillent. Elle m'avait posé la question, elle a posé la question à l'inspecteur du travail et l'inspecteur du travail il lui a dit que théoriquement, c'est comme ça. Le test antigénique, ça suffit maintenant. Pour les personnes qui refusent de se faire vacciner. Pour les personnes qui sont vaccinées… Ça veut dire qu'il faut le faire à chaque jour? Ah ouais, ça par contre, vous devez le faire à chaque fois. Ça veut dire que c'est un test à chaque intervention? Oui, c'est ça. Les tests que vous achetez. Après, forcément, ce n'est pas l'employeur qui va vous le payer. Avant, il devait vous le payer, mais plus maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question en direct? Alors, je continue la lecture des petites questions. Quels sont les syndicats qui soutiennent les aides à domicile, même si vous en avez déjà un petit peu parlé? J'y vais ou tu vas? Vas-y, vas-y. Bon, après, les syndicats qui soutiennent l'aide à domicile. Déjà, je dirais qu'on ne soutient pas assez l'aide à domicile, on va être franc avec ça. Les syndicats s'y intéressent depuis pas très longtemps et encore c'est compliqué, on va dire. Bon, après, on a quand même des syndicats offensifs comme le Sud et la CGT
qui sont quand même des syndicats qui sont là pour les salariés. Après, la CFDT, je ne ferai pas de commentaires dessus, mais voilà. Et après, bon, voilà, un syndicat, bon, il y a Force ouvrière. Après, syndicat, il y en a plein, mais qui s'intéressent, qui commencent à s'intéresser à l'aide à domicile, je dirais qu'il y a Sud et la CGT actuellement. Et la CFDT, malheureusement, qui s'en préoccupe aussi parce qu'ils voient bien que c'est un secteur qui commence à avoir des mouvements sociaux, mais pas, voilà, pour les bonnes raisons. Mais on ne s'y intéresse pas assez quand même. Je pense qu'il y a du boulot à faire. Syndicalement, il y a du boulot à faire sur ces métiers-là. Il y a un gros travail à faire. Je pense que la CFDT s'y intéresse parce qu'ils ont vu que la CGT Sud commençait à beaucoup bouger là-dessus. Sinon, on serait resté dans les oubliettes. Alors, nous aussi, chez Sud, on reconnaît humblement de ne pas s'être beaucoup occupé de ce secteur-là. Et comme le secteur des AESH, comme le secteur, en fait, tous les métiers du lien, comme tous les métiers du lien, vu que c'est des métiers quand même qui sont très isolés, et la CGT ou comme Sud était habituée avec des grosses forces syndicales comme les cheminots, l'EDF et la métallurgie et la chimie, voilà, où il y a quand même un nombre de salariés qui est regroupé, qui s'organisent, qui se mettent en mouvement. Et c'est pas intéressé à ces métiers isolés. Voilà. Tous les corps de métiers isolés, comme les transports scolaires, tous les corps de métiers isolés, malheureusement, ça ne fait pas force parce qu'il y a très peu de personnes qui se syndiquent parce qu'en général, les métiers isolés, c'est des métiers précaires avec très peu de salaire. Et malheureusement, pour se syndiquer, les gens, des fois, ils regardent à 5 €. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Hein. Je suis passée par là. Les AESH, ce n'est pas non plus un métier qui est là depuis très longtemps. Il faut savoir aussi qu'en général, les métiers qui sont tout nouveaux, il faut qu'ils créent leur place. Et malheureusement, là, les compatistes, elles sont en train d'essayer de se créer une place. Sur les AESH, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années de ça, ou même 15 ans, un enfant avait le droit à une AES. Maintenant, Macron a décidé de mutualiser les AES. Ça a été une belle connerie, il faut qu'elle se batte contre ça. Parce qu'avoir 4 à 5 élèves en difficulté, en charge, je ne vois pas comment elles le font. Franchement, je ne vois pas. Elles ne peuvent pas être assises à côté d'un élève et de l'autre et de l'autre et de l'autre et copier les devoirs que des enfants ne savent pas copier. C'est une aberration totale et ça me révolte. Alors, on a Laura et puis Alex qui ont levé la main. Non, c'est Laure. Alors, pardon, Laure, excuse-moi. Non, mais j'allais revenir, en fait, Christelle a un peu répondu à ma question. J'allais justement demander, si les syndicats ne s'intéressent pas aux aides à domicile ou aux AESH, à ces métiers-là, est-ce que c'est justement parce qu'on n'est pas syndiqué? Malheureusement. Plus on sera syndiqué, plus s'intéresseront à nous. C'est bêtement logique. Alors, malheureusement, c'est ça. Hein. Alors, moi, je viens du scolaire, comme j'ai dit, d'accord? Donc, on a, au tout départ, nos 2 grands syndicalistes dans l'entreprise, 3500 salariés dans l'entreprise à laquelle je travaillais. C'était Sud, et c'était CGT et c'était CFDT. Alors, je ne sais comment, par des articles de presse, etc., on a su se réunir. On était différents syndicats, mais on s'est réunis. Et du fait, pour mener le combat contre notre employeur, on a formé plus qu'un ou presque. On a fait 2 listes ou 3 listes, mais pas beaucoup. Et on s'est réunis et on a mené notre combat. Ensuite, les grandes fédérations nous ont fermé la porte parce que malheureusement, on ne ramenait pas de cotisation. Moi, je vais le dire comme ça, hein, je suis cash. Hein. De fait, on avait déposé des statuts d'entreprise sous l'étiquette CGT, puisqu'on avait claqué la porte à la CFDT. On n'a pas été beaucoup entendu non plus. Du fait, on a monté notre propre caisse. Mais notre propre caisse, ça veut dire prendre notre salaire des heures de délégation, déposer dans une caisse pour faire des actions. On l'a fait. On était quand même pas mal de délégués. On a eu quand même pas mal dans la caisse. On a gagné des grands combats. Et du fait, on avait créé notre syndicat d'entreprise parce que la CGT voulait
comme ça, il fallait créer notre syndicat d'entreprise, même si nous, on n'en voulait pas. Eh ben, ils nous ont donné le bâton pour se faire battre parce qu'au bout de 2 ans, on a changé les noms et on a créé notre syndicat Codiez. Dans le transport scolaire, on a une branche et on est reconnu dans la branche puisqu'on a fait 80% des voix à nos dernières élections. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas confondre le petit syndicaliste que vous avez dans votre entreprise ou dans votre association qui se bat et qui essaye d'obtenir des choses, et la grande fédération qui ne va pas forcément nous écouter puisqu'il n'y a pas beaucoup de syndiqués. Alors, moi, je me bats à la petite échelle. Maintenant, je suis mandatée, mais bon, je n'avais pas demandé d'être mandatée. Hein. C'est parce qu'il fallait quelqu'un. Alex? Ouais, donc du coup, alors, bon, vous avez un peu répondu à des questions. C'était surtout, est-ce que vous pouvez présenter des syndicats de la fonction publique? Parce que je ne sais pas s'il y a d'autres AESH sur la visio. Et savoir aussi comment on peut motiver les gens à se syndiquer, parce que je trouve que c'est un peu difficile quand même à motiver les gens à se syndiquer pour qu'ils puissent se battre pour leurs droits. Alors, je vais répondre juste pour la CGT. Les AESH à la CGT, ils sont syndiqués sur la Fédération de l'éducation. Voilà, ils sont. Et d'ailleurs, il y a eu quand même pas mal de mouvements faits par la CGT Éducation. Il y a un an où il y a eu quand même 6 ou 7 dates de rassemblement pour les AESH. Voilà, donc la CGT Éducation, c'est vrai que au niveau de la CGT, les AESH sont quand même voilà, pas plus avantagés parce que je ne vais pas dire ça, mais il y a une seule fédération qui les représente et une fédération quand même qui fonctionne à l'inverse des aides à domicile où ils ont des fédérations qui ne fonctionnent pas très bien. Et en plus, elles sont réparties sur 3 fédérations. Après, comment motiver les personnes à se syndiquer? Bonne question. Très, très bonne question. Comment motiver les personnes syndiquées? Peut-être rappeler que grâce au syndicat, il y a eu des avancées, des grosses avancées sociales, hein, et que les syndicats, ça sert à quelque chose, hein, que ça sert à permettre aux salariés de se défendre et parler aussi de ce rapport de force en disant que si on ne s'organise pas et si on n'est pas représentatif, on va perdre et c'est ce qu'il arrive parce que j'ai envie de vous dire depuis 2002 la dernière victoire qu'on a eue contre le CPE, il n'y a rien, il n'y a aucune grève, aucune manifestation, aucune revendication qui ont été gagnantes depuis 2002 quand même, hein. On a tout passé, hein. Donc le rapport de force n'y est plus et donc du coup il faut renforcer les syndicats, ça c'est sûr, pour pouvoir retrouver le rapport de force. Alors on ne retrouvera pas le rapport de force d'il y a 100 ans, hein, mais au moins on ne retrouvera pas bien sûr le Front populaire en mai 68 et tout, mais on peut le retrouver en permettant aux gens en fait, en disant que du coup il faut se rassembler et que la solidarité c'est important. Et qu'avec un syndicat, on peut être solidaire. Et comme a dit Christelle, c'est à petite échelle que ça commence, c'est-à-dire c'est avec vos collègues. Et c'est pas vous dire, voilà, je veux de suite avoir une fédération, contacter ma fédération. C'est voilà, vraiment à petite échelle et commencer à 10, à 2, à 3, à 4. Et je peux vous dire que les patrons, ils n'aiment pas trop ça, hein, quand même, les syndicats et les syndiqués. Et voilà, ça fait peur. En général, et quand vous commencez à vous renseigner sur vos droits et tout, ils n'aiment pas trop. Voilà. Florian? Il faut vous dire aussi, attendez, il faut vous dire aussi que par contre, les syndicats patronaux, eux, ils sont bien cadrés. Et malheureusement, on a créé des syndicats ouvriers, mais les syndicats patronaux, il y en a un et des très forts. Hein. Et c'est avec eux qu'il faut négocier au niveau de la branche. Et ce n'est pas facile. Hein. Des fois, des réunions peuvent durer 2, 3 jours juste pour avoir une augmentation de 5 centimes sur votre taux horaire. Hein. C'est vraiment pas facile. Il faut savoir aussi que dans les accords, donc dans les commissions paritaires pour les conditions de travail, c'est les délégués syndicaux des entreprises. S'il n'y a pas de délégués syndicaux dans les entreprises, il n'y a pas non plus. Hein.
C'est pas toujours les fédéraux qui vont négocier. Et moi, je dirais aussi, comment syndiquer les gens? En fait, c'est le travail du délégué syndical d'entreprise de syndiquer les gens. Sauf que je suis désolée, moi, j'ai jamais su le faire. Vendre mes services, je sais pas faire. Je réponds à toutes les questions du monde, à tout le monde, sur mon temps libre, et je ne me dis jamais, Christelle, allez, il faut que tu syndiques les personnes. Je n'arrive pas à faire ça. Pourtant, je suis vendeuse de métier. Floriane et Laura. Moi, je suis chez Sud Éducation et du coup, c'est aussi la branche qui accueille les AESH. Et moi, en fait, je pense, enfin, chez Sud Éducation, par exemple, en tant qu'AESH, quand il y a des jours de grève, ils proposent toujours de faire une caisse de grève. Et dans ce cas-là, ben, je perds une journée de salaire au niveau de ma paye, mais ils peuvent financer une journée. Et je pense que ça aussi, c'est une manière d'appeler à se syndiquer parce qu'en fait, c'est en se mettant en force et surtout dans les métiers de la précarité parce que moi, je pense que si on a peu d'avancées sociales comme ça, c'est parce qu'on est des métiers où faire grève, déjà, ça implique de mettre de côté des êtres humains. Donc, c'est beaucoup plus difficile que d'être à la SNCF et de faire grève, par exemple. Et c'est aussi une question d'argent. Et du coup, moi, je pense que pour se syndiquer, il ne faut pas hésiter à rappeler que c'est le nerf de la guerre, le syndicat, en fait. C'est eux, ils ont de l'argent pour nous représenter si on a des problèmes au travail, mais ils pourront aussi financer des grèves beaucoup plus soutenues que celles qu'on peut faire. Voilà. Laura? Oui, alors moi, j'ai deux choses avec tout ce que je viens d'entendre. Aurore, tu disais tout à l'heure, il faut voir autour de nous les personnes qui essaient de monter, je ne sais pas comment ça s'appelle, monter un groupe, un petit syndicat ou je ne sais quoi, je ne sais plus comment tu as dit. Comment contacter ces personnes? Comment savoir où elles sont? Comment créer un réseau de personnes qui aimeraient se regrouper avec d'autres? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième, c'est qu'est-ce qui fait que justement la loi Macron, la prime Macron et blablabla et l'avenant 43 n'ont pas été applicables pour certaines catégories comme le CESU? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu quelque chose qui soit unifié? Oui, parce que c'est des accords de branche. On en revient toujours aux accords de branche. L'avenant 43, ça concernait le ABAD. Et alors, on va parler d'abord de l'avenant 43. L'avenant 43 concernait la branche de l'aide à domicile, c'est-à-dire tout le secteur associatif, c'est-à-dire la convention collective de la branche de l'aide à domicile. Donc ça, c'est un accord de branche qui s'est fait national, parce que comme l'indique Christelle, il y a des accords de branche nationaux, et puis après, tu peux avoir des accords d'entreprise, c'est-à-dire que tu peux encore avoir d'autres accords dans ton entreprise. Donc c'est pour ça que ça ne s'est pas appliqué au CESU ou même au privé, c'est-à-dire que les employeurs privés, ceux qui étaient employés par des sociétés privées, n'ont pas eu aussi l'avenant 43. Ça, c'est parce que c'est des accords de branche, en fonction de ta convention collective. Ensuite, si on parle de la prime Macron, c'est bien simple, c'est au bon vouloir de l'employeur. C'est-à-dire que la prime Macron, c'est une prime qui est défiscalisée, mais c'est ton employeur qui décide de la payer ou de ne pas la payer. D'ailleurs, elle ne devrait même pas s'appeler Macron. Ce n'est pas Macron qui l'a donné. Non, elle ne devrait même pas s'appeler Macron, elle devrait s'appeler rien du tout. Mais du coup, c'est ton employeur qui décide de te la donner ou pas de te la donner. Donc, c'est pour ça que la plupart des CESU, en sachant qu'en plus, elles ont des employeurs qui sont des particuliers, quel employeur particulier, j'ai envie de te dire, va se dire, je vais donner une prime à mon salarié. C'est très rare. Et donc, du coup, voilà pourquoi les CESU n'ont pas de prime Macron. Après, la question, c'était quoi, Laura, la première question? On ne veut plus. Comment fédérer? En fait, comment créer les petits groupes? Comment créer un syndicat alors, soit tu aurais l'option de… Alors, pour l'aide à domicile, moi, j'ai envie de te dire, le but, c'est de te rapprocher de ton union locale et voir déjà s'il y a d'autres syndiqués de l'aide à domicile et peut-être commencer à faire des réunions entre vous et peut-être, pourquoi pas monter ce qui s'est fait en Loire, un syndicat de l'aide à domicile. Mais épaulé par l'union locale et les unions départementales. C'est ça. Après, pour créer un syndicat nous-mêmes, il faut juste déposer des statuts en mairie. C'est ça.
Voilà. Et après, il faut une durée de vie du syndicat de 2 ans. Une fois que vous avez 2 ans, vous pouvez prétendre à faire des protocoles électoraux sur la représentativité de votre syndicat. Après, je vais vous dire que c'est quand même très difficile de gérer un syndicat. Plus il y aura de fédérés, plus le nombre sera grand, donc plus il y aura de travail. Hein. Faut pas croire, hein, ça prend énormément de temps. Je voulais intervenir sur Aurore, compléter. Oui, bah, je ne sais plus. Et voilà. Ça y est, j'ai une défaillance. Je vous laisse. Alors, touc. Excusez-moi, check. Je lève la main. Déjà pour dire qu'on a une collègue qui est sur le groupe Les Essentiels et qui malheureusement n'arrive pas à se connecter, enfin elle n'a pas de son. Donc voilà, donc c'est Rose. Son prénom c'est Sandra. Et donc je lui ai envoyé un message comme quoi j'étais désolée parce que pour nous ça fonctionne. Et donc voilà, je ne sais pas pourquoi, si jamais vous avez une idée du pourquoi ça ne fonctionne pas le son pour elle, n'hésitez pas, je lui renverrai un message. Moi, j'avais une question par rapport à la grève. Du coup, Floriane a lancé l'histoire des caisses de grève. Moi, j'ai des collègues qui me disent, voilà, moi, ma paye, elle est trop petite, je ne peux pas perdre. Donc, moi, je leur ai dit, mais il y a moyen de faire grève. Donc, voilà, comment faire grève sur que quelques heures parce que moi, j'ai posé ma journée le 29. Mais du coup, voilà, quelles sont les formes de grève pour que moi, je puisse motiver les collègues en leur disant, bah, tu ne perdras pas tant d'argent que ça si… voilà. Bon, donc de ces Aurore, je l'apprends. Il existe la grève en débrayage. D'accord? Alors ça, c'est le délégué syndical de l'entreprise qui doit le mettre en place quand il a une représentativité. Un protocole de grève, ça prend tout ce que les salariés veulent revendiquer. Une augmentation de salaire, des meilleures conditions de travail, tout ce qui peut faire partie d'un protocole. Quand on met en place ça, il y a des réunions qui sont faites avec l'employeur et les délégués syndicaux. Et s'ils n'arrivent pas à obtenir un accord sur les revendications, on part sur des journées de grève. La grève en débrayage, on le met dedans, c'est une grève en débrayage et que ça permet aux salariés de faire grève sur une journée, une demi-heure, 1 heure, 3 heures, 4 heures. Et moi, j'ai fait un préavis de grève en débrayage sur l'association Ma Fille et DS, délégué syndical, sur 1 année. Ça veut dire qu'en réalité, si ce mois-ci, bah, vous n'avez pas l'argent pour pouvoir faire grève, eh ben, peut-être le mois prochain. Et ça vous permet aussi de vous organiser, par exemple pour les aides à domicile, avec les familles pour dire, ben voilà, est-ce que vous pouvez faire le coucher? Parce que moi, je serai en grève pendant cette demi-heure-là. Est-ce que vous pouvez faire la compagnie à ma place? Et surtout, ça permet de faire grève sur des situations qui ne sont pas vitales. La compagnie, le coucher du soir si la famille peut le faire, toutes des choses comme ça. J'ai mis en place tout ça. Et ben, je vais vous dire, sérieusement, sur 1000 salariés, je n'ai eu aucun gréviste durant l'année. Et pourtant, ils ont plein de choses à réclamer et à revendiquer. Hein. Ils me prennent tous mes week-ends, mes soirées, mes ci, mes là. Mais par contre, voilà, ils ne savent pas, ils ne prennent pas conscience qu'un syndicaliste aussi, allez, je vais dire, avec le plus grand cœur du monde et aussi combatif qu'il le peut, si les salariés derrière, quand on dit on va mettre en place des grèves, ne suivent pas la grève, on n'obtient rien auprès de l'employeur, sauf qu'il se fout de notre gueule. Laura? Attends, je vais juste répondre, excuse-moi Laura. Oui, pardon. Je vais juste répondre par rapport à la grève nationale, parce que donc du coup, Christelle avait parlé de grève d'entreprise, où c'est le syndicaliste qui décide du coup de la grève et qui, voilà, avec des revendications bien précises, parce que voilà, pour qu'il y ait une grève d'entreprise, il faut qu'il y ait des revendications. Quand il y a un appel national, tout salarié, même voilà, tout salarié, parce que là, le 29, on sera sur un appel national, peut faire grève. Et
tes collègues, Juliette, peuvent poser seulement 1 heure de grève pour aller à la manifestation. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je faisais au tout début où j'ai travaillé, parce que j'étais toujours dans des petites entreprises où il n'y avait pas de syndicat. Je partais 2 heures pour aller à la manifestation et je posais 2 heures de grève. Là, d'ailleurs, je pense que je dis, je poserai 5 heures de grève pour ne pas pénaliser mes collègues sur mes 10 heures de travail. Voilà, donc du coup, il y a la possibilité de déposer 1 heure ou 2 heures de grève pour au moins être dans la rue, parce que ce qui va aussi compter, c'est le nombre de gens qui vont être dans la rue, c'est ce qui va sortir dans les journaux le soir et ce que le gouvernement va regarder aussi. Et ils seront en plus considérés comme des grévistes, c'est-à-dire qu'au nombre de grévistes, il n'y aura pas écrit qu'ils auront fait qu'1 heure, ils seront considérés comme des grévistes. C'est tout à fait ça. Il suffit d'envoyer un mail à votre employeur, je suis en grève de telle heure à telle heure. C'est ça. Il n'y a pas de préavis. Alors, Attention, je reviens sur ce que… public. Il n'y a pas de… Alors, vous n'avez pas de préavis de grève. Préavis de grève, ça veut dire prévenir à l'avance, sauf pour les transports scolaires. Ah oui, c'est vrai. Transport scolaire, vous avez 48 heures de préavis de grève. Donc, il faut informer votre employeur 48 heures avant votre heure de grève. et donc, pour les employeurs directs en CSU, on ne prévient pas, Si, vous le prévenez la veille. à part ces moments délicats, oui, encore faut-il qu'ils puissent se retourner pour C'est les ça. moments forts de la journée. Parce Alors, qu'effectivement, ok. c'est ce qui gêne tout ce personnel. Quand tout à l'heure tu disais 1000 propositions et en fait personne n'a fait la grève, Christelle, ben, c'est le cas de la plupart des collègues. On le voit bien chaque fois qu'on lance un appel pour manifester, faire la grève, blablabla. Ben, il n'y a pas grand monde. Tout le monde te dit oui, mais je ne peux pas parce que la mamie m'attend, le papy ne peut pas se blabla et je ne serai pas payée. Donc avec ça, on ne va pas loin et ça fait des années que ça dure. Donc lâcher ça, c'est pas évident pour tout le monde. Alors, sauf que, non, je ne suis pas d'accord. Oui, sur une toilette, une prise de repas, on ne va pas demander aux gens de faire grève. Sur de la compagnie, sur des courses, tant pis, elles seront faites le lendemain, hein, les courses. Sur des courses, sur des interventions comme ça, il y a possibilité de faire grève, ce n'est pas de l'abandon. Alors maintenant, je veux bien la conscience professionnelle aiguillée comme ça. Sauf qu'il faut faire un choix, il y a un moment. Ou c'est ma conscience professionnelle qui passe en premier, ou c'est ce que je mets dans mon assiette ou l'assiette de mes enfants. Aurore. Après, il y a la possibilité de voir avec des familles. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais dans l'aide à domicile. Il y a la possibilité d'anticiper et d'expliquer aux familles. Et en plus, le fait d'expliquer que vous faites grève, ça interroge en général et ça permet aussi du coup, de parler des difficultés du travail et aussi de sensibiliser les familles à la difficulté du secteur de l'aide à domicile ou d'autres secteurs. Je pense que c'est possible, mais après, bien sûr, faire une journée de grève, ça devient très compliqué. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de faire peut-être voilà, l'heure ou les 2 heures de la manifestation. En général, en plus, alors les manifestations dans les milieux un peu ruraux, on va dire, c'est en général 10 heures ou 14 heures. 10 heures ou 14 heures, ce n'est pas les moments où il y a les repas, donc du coup, il y a cette possibilité-là. Laure? Non, c'était juste pour dire que voilà, moi, pour la grève de jeudi, j'ai donc posé mon préavis de grève. J'ai prévenu ma société une semaine avant. J'ai décidé de faire la grève pour la journée, pour une fois. J'ai prévenu les familles avant, ça fait plus d'une semaine qu'elles sont au courant, et que pour la plupart, même pour tous, eh ben, ils m'ont encouragée et au contraire, ils sont ravis que j'y aille parce qu'ils sont tout à fait conscients que ben, c'est pour leur bien à eux aussi. Donc oui, je comprends mes collègues qui me disent oui, mais mamie, machin. Non, mais au bout d'un moment, tu l'as fait aussi pour mamie, machin, la grève. Donc arrive à un moment où il faut qu'on y aille, quoi. Faut plus qu'on ait. Oui, bah oui, ça va me faire mal au cœur des fois de me dire que papy, ce jour-là, il devra faire sans moi. Mais bah ouais, mais c'est pour lui aussi.
Alors, je n'ai pas vu si c'était Floriane ou Laura, du coup. Vas-y, Floriane. Ouais, non, c'est juste pour intervenir sur le fait que je pense qu'en plus, discuter avec les familles, etc., de nos luttes et de ce qu'on veut, ça permet aussi de créer un autre engagement et que nous, dans le monde des AESH, on pense que faire intervenir les associations d'enfants en situation de handicap et les parents, ce serait une super manière de ramener plus de monde et de faire connaître notre combat, en fait. Et je pense que c'est pareil pour les auxiliaires de vie sociale, hein. Voilà. Je vais te répondre quand même. Sauf que dans le monde de l'handicap, il y a énormément d'associations qui peuvent soutenir vos démarches. Sauf que dans les auxiliaires de vie, il y a très peu d'associations. L'associatif, en fait, c'est l'employeur. Du fait, elles sont toutes seules. À part les fédérations syndicales, qu'il faut bouger, quoi. Nous, en tant que BS, il faut bouger. Laura? Oui, Christelle, elle a raison. En fait, au niveau, on va parler, voilà, handicap et personnes âgées, hein. Au niveau de l'handicap, il y a eu quand même des grosses avancées sur les conditions des personnes handicapées et sur l'accompagnement de ces personnes-là. Chose qui ne se passe pas pour les personnes âgées parce qu'ils ne sont pas représentés, parce qu'il n'y a pas d'association, de collectif de représentation des personnes âgées. Et ce qui débloquerait, moi je pense, et là Christelle elle a raison, ce qui débloquerait la situation de l'aide à domicile, c'est si les personnes âgées s'organisaient et les familles des personnes âgées s'organiser pour revendiquer des droits. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'handicap, et on le voit, et même au niveau, on va dire, des structures, hein, moi je suis dans une maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées, on n'a pas les mêmes conditions de travail que dans une EHPAD, hein. Moi, les EHPAD, je ne voudrais pas y aller y travailler. Par contre, voilà, moi, on a 11 résidents, j'ai le temps de faire 4 toilettes en une matinée. Moi, j'ai des collègues qui arrivent chez nous, qui viennent de l'EHPAD, elles me disent, elles enchaînent 10, 11, 12 toilettes dans la matinée. Donc, la différence, elle est là. Donc, c'est sûr, mais toujours parce qu'il n'y a pas de représentation des personnes âgées. Donc, ça, c'est vrai. Laura, tu as levé la main? Ouais, je ne sais pas si vous allez m'entendre, ça a l'air de bugger. C'est bon. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Non, Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. Là, ça va mieux. OK. Oui, c'était juste une petite phrase suite à Laure, ce que Laure a dit. Je pense que ça serait un très bon poste pour le collectif qu'un témoignage comme ce que tu as dit, Laure. C'est très encourageant de dire, voilà, j'en ai parlé aux familles, blablabla. Tu vois? Elle est toujours là, Laure? On se mettra en relation, tu m'aideras à l'écrire. Avec plaisir. Mais je pense que c'est très parlant et c'est ça qui peut faire boule de neige, en fait. OK. Pas de souci, on se l'écrira toutes les deux. Juliette, oui, d'accord. Par rapport au collectif, aux associations de personnes âgées, ça commence quand même là à venir. Moi, je le vois sur Twitter. Voilà, il y a quelques collectifs, quelques assos qui commencent à être à vraiment monter au créneau avec des paroles fortes. Hein, où enfin, moi, de ce que je lis, ils ont fait il y a le CPAE, le Cercle des proches aidants aussi, qui a fait un rassemblement il n'y a pas très longtemps. Il y a le collectif autoproclamé de la vieillesse. Donc voilà, qui ont des paroles quand même fortes et qui commencent à dire
on arrête de décider pour nous. Et nous, les vieux, voilà, on doit être partie prenante des décisions. Et donc, ça commence, je dirais, pour être positive là-dessus. On prend peut-être une question qui nous a été envoyée, Laura? Ouais. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok. Je disais juste, est-ce qu'il y a des questions, Françoise, Vessa et Bernardon qui a apparu mais qui a disparu, ou Galou? Excusez-moi, je ne connais pas vos prénoms. Peut-être ça serait intéressant de vous entendre si vous avez quelque chose à dire ou à demander. Françoise a écrit dans le chat. Françoise? Oui, elle a mis qu'elle avait une association chez elle à Auray, avec les aidants, les aidés. Ah, Françoise lève la main. Oui, bonsoir. Bonsoir Aurore. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on Salut t'entend. Je suis contente Françoise. de vous voir. C'est vrai qu'on ne s'était Après jamais vu. vos souvenirs. Bon, je connais Vous Juliette, avez des souvenirs, moi non. Christelle, oui, et Aurore. Alors, oui, moi je voulais dire un petit peu ce qui se passe dans le Morbihan, là, à Auray. On a créé une association à la suite en fait, de ciné-débat du film de Ruffin. Parce qu'on a eu beaucoup de personnes justement qui étaient très intéressées par le problème, qu'elles soient aidantes, aidées, il y avait un peu de tout, et des gens qui n'avaient pas vraiment de rapport avec la profession. Et puis, au fur et à mesure, on avance, et puis là, on a fait des pliants pour un peu distribuer un peu partout. Et donc, on a bien stipulé que nous, on s'adresse aux aidants, aux aidés, aux intervenants professionnels et les structures prestataires de services. Parce qu'en fait, on a la même problématique. Les structures prestataires, elles s'arrachent les cheveux, les délégués du secteur, elles s'arrachent les cheveux pour faire les plannings, problèmes de recrutement, le bien-être des personnes âgées, problèmes de recrutement, etc., etc. Je crois que c'est le nerf de la guerre, là, c'est le truc, quoi, problème de recrutement. Et en fait, je pense qu'il faut établir un faisceau et aller de l'avant, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui se passe ici à Auray. Ouais, toi, tu es très actif. Ils ont de la chance de t'avoir. Ben oui, mais comme vous dites, j'arrive à rien du tout. Les syndicats, pourtant, j'en parle. À chaque ciné-débat, je mets des dépliants sur les tables à disposition. Mais ben, elles ont peur, comme le film. Vous avez tous vu le film, je suppose. Juliette, je suis sûre qu'elle l'a vu. Les autres, je ne sais pas. Aurore, je pense qu'aussi elle l'a vu. Ouais, Alexis, Christine, oui. Et ben voilà quoi. Et elles ont peur du patron, de la réaction et tout ça. Et moi ici, j'en côtoie. Hein, en fait, moi je suis aidante. Ma maman, qui a 98 ans, qui est encore chez moi. Et je les vois travailler. Je les vois venir, le petit-déj, le goûter, le repas, les cours. Et quand je leur en parle, ah bah oui, bah oui, c'est bien, oui, mais voilà. Alors, quand tu leur en parles, Ouais. il faut leur demander comment leurs employeurs peuvent savoir qu'ils sont syndiqués. Ce n'est pas prélevé sur la fiche de paye. D'accord. C'est prélevé sur leur compte bancaire. Comment un employeur peut savoir si ses salariés sont syndiqués ou pas? Ce n'est pas parce qu'on voit en entreprise qu'on est forcément syndiqué. Sauf qu'elles discutent entre elles. Hein. On va aller la dénoncer parce qu'elle est syndiquée. Tu sais, ça, les choses, ça peut-être. Je ne sais pas, hein, c'est une remarque. Ah, mais alors, on reprend tout à la guerre 45 alors. Ah oui. Le droit au syndicalisme, c'est un droit.
Si, Oui, si oui, ben, on, je suis si on absolument est d'accord. frileux et qu'on a peur, on n'avancera jamais. Après, moi, je te répondrai de leur dire, vous avez peur de quoi? Là, on est en position de force actuellement. Il n'y a Absolument. pas possibilité de recruter. Donc, votre employeur, il n'est pas content. Allez à la porte d'à côté. C'est comme ça qu'ils ont fait en 1945. Il y avait une Exactement. demande Oui, des oui. employés. Il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Du fait, ils sont devenus forts. Là, on est en position de force actuellement parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Mais seulement les salariés, ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Ils Ah vont oui. trouver du travail. Ils vont en trouver. Je suis bien d'accord et on a beau leur dire tout ça, à croire qu'elles n'ont pas de revendication. Hein. Moi, je pense que maintenant, les gens aiment bien leur petit confort et ne veulent pas se donner la peine. Voilà. Ah ouais, mais confortable avec 800 € ou 900 € par mois. Moi, d'avoir un mari qui a une petite paye, à deux, bon, ça va toujours mieux. Laura? Oui, Françoise, moi je voulais te proposer qu'on travaille ensemble et Oui. qu'on se soutienne ensemble. Je pense que ça devrait le faire là. Ouais, Voilà. très ouverte. Donc on se recontacte plus tard avec nos collectifs divers et variés. Là, Ah il oui, faut les petits ruisseaux je pense qu'il faut que les petits ruisseaux fassent des plus grandes rivières. Ok. d'accord, On garde un petit projet. On garde un projet ensemble. D'accord. ça marche. Au revoir. Je te laisse me contacter. Du coup, non, moi je voulais rebondir sur le fait que les gens ont peur. Ouais, c'est de la peur et de l'individualisme en fait. Hein, mais on est dans une société individualiste. Il faut qu'on soit clair. On n'est plus dans la société d'autrefois. Hein, on est dans cette société qui est individualiste, que chacun regarde un peu, oui, se regarde lui et la peur de se syndiquer. Moi, j'ai envie de dire, je suis syndiquée depuis 20 ans. J'ai toujours dit à mes employeurs que j'étais syndiquée. J'ai toujours dit que j'étais syndiquée à la CGT. J'ai toujours fait grève. Et jamais, si j'ai eu un employeur qui m'a fait chier, mais sur le nombre d'employeurs que j'ai eu, je pense que je n'ai pas trop été embêtée. Et au contraire, ça a plutôt calmé un peu les ardeurs des employeurs. C'est-à-dire que quand ils savaient que j'étais syndiquée et que quand je leur rentrais un peu dedans, ils comprenaient bien que j'allais pas me laisser faire et que du coup, ils n'allaient pas avoir le gain de cause. Il faut savoir aussi que si vous faites grève, un employeur ne peut pas vous licencier pour avoir fait grève. Un employeur ne peut pas vous discriminer si vous êtes syndiqué. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous licencier. Parce que, ouais. Attends. Il ne peut pas. Oui, mais c'est pas le fond. On va être honnête. Il ne peut pas. Mais, sauf que maintenant, Macron a mis en place le licenciement pour cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'a plus à se justifier. Mais la loi prévoit que si dans les 15 jours, le salarié demande justification de ce terme employé pour cause réelle et sérieuse, l'employeur, il est obligé de répondre à ce courrier recommandé. Et qu'ensuite, forcément, ce sera de la procédure prud'homme si les éléments à charge ne sont pas valables. Alors, certes, moi, je vais vous dire un peu que la peur n'évite pas le danger. Je vais vous prendre l'exemple de ma fille, ma plus jeune. Elle est rentrée dans l'association aide à domicile. Elle s'est fait harceler comme pas possible. Du chantage à la paye parce qu'elle n'avait pas badgé, or que sa badgeuse ne fonctionnait pas. J'en passais des meilleurs, des convocations à entretien discipline sans convocation, donc elle ne pouvait même pas se faire défendre. Et elle sortait de là, elle pleurait, du haut de ses 25 ans. Donc, la peur n'évite pas danger. Et ce n'est pas le fait d'être syndiqué qui va vous provoquer le harcèlement de votre employeur. Hein. Ça, c'est déjà… il s'en fout, vous êtes syndiqué ou pas. Sauf qu'une fois qu'elle s'est syndiquée à Sud Santé Sociaux et que du fait, j'ai fait 2 syndiqués et créé une section syndicale, elle a eu la protection de l'inspection du travail et le harcèlement s'est ralenti, on va dire. Maintenant, il cherche à la mettre dehors, d'accord, mais il est obligé de passer par les tribunaux. Donc, de fait,
Se syndiquer, c'est pas l'inverse, hein. C'est pas attirer les ennuis, hein. C'est vous protéger contre les ennuis. Mais ça, faut vraiment le dire et le redire. Moi, je suis syndiquée depuis que quelques années, mais j'ai toujours ouvert ma bouche partout où j'ai bossé et j'ai toujours été respectée et crainte aussi. Mais de fait, voilà, quand tu fais ton boulot et tes revendications elles sont justes, j'estime effectivement. Pour moi, je crois profondément à ça. En revanche, moi, j'ai une collègue, quand je lui ai parlé, enfin, c'est après que je lui ai parlé de la visio. J'ai une collègue. Moi, je suis salariée d'une entreprise privée sous forme de SCOP. Donc, normalement, dans la SCOP, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Enfin bon, c'est comme ça qu'ils te vendent le truc quand même. Mais j'ai bien vu que mon patron, quand j'ai voulu rentrer au conseil d'administration, qu'il a lu mes chroniques, parce que moi j'écris des chroniques sur un blog, et que dans une des chroniques, je disais à un moment donné, il va falloir faire grève. Quand j'ai eu mon entretien pour savoir si je pouvais avoir l'honneur de rentrer au CA de la SCOP, il m'a posé la question. Il m'a dit, mais j'ai lu ta chronique, tu comptes faire grève. Donc, il y a quand même de toute façon, il y a une crainte des patrons, et qu'ils soient de SCOP ou de pas de SCOP, on voit bien. Et j'ai une collègue qui est dans cette entreprise, qui est, elle, dans les bureaux, elle est au planning des transports véhiculés. Elle est jeune, hein, elle doit avoir 32 ans. L'autre fois, elle me dit, elle est membre du CA. Et elle me dit en aparté, à voix basse, je passais au bureau, Juliette, j'aimerais bien discuter avec toi par rapport à un syndicat, parce que j'aimerais bien me syndiquer, mais j'ai peur. Et du coup, j'ai posé sa question pour ce soir. Donc, je la pose là. Enfin, elle me dit, j'ai peur que ça me retombe dessus, en fait, d'avoir des retombées négatives. Donc, déjà, je lui dis, Léa, déjà, tu es dans une SCOP. Donc, si tu as des retombées négatives, sans déconner, là, ça craint. Et moi, le directeur, j'irai le voir et on sera plusieurs à aller le voir. Mais il y a quand même cette crainte encore. Et comme tu dis, Christelle, on revient. On a l'impression de revenir effectivement 100 ans en arrière, quoi. Mais donc, il faut redonner. Sauf que si toi, tu as les revendications faciles, on va dire, d'accord? Si tu t'affirmes, et qu'elle, elle le fait moins. Vous syndiquez dans le même syndicat, tu auras 2 salariés, donc toi et elle, et vous pourrez créer, ce que je disais tout à l'heure, une section syndicale. Donc, toi, tu peux prendre le mandat de représentant syndical, puisque tu n'as pas peur. En général, un représentant syndical, c'est sûr, il ne doit pas avoir peur devant l'employeur. Ou alors, il a peur au début, mais après, ça s'efface très vite. Et de ce fait, le fait qu'elle se syndique pourra te permettre d'avoir un mandat et d'intervenir. Après, c'est normal d'avoir peur parce que de toute façon, le patronat, il joue sur ça, hein. Le patronat, le gouvernement, de toute façon, tout le monde joue sur la peur. Et puis parce que, alors là, je vais faire un peu de politique, mais parce qu'on est dans un monde où l'argent est roi et où du coup, l'argent est le nerf de la guerre. Et du coup, les gens sont tenus par ça. Et donc, les gens ont peur de se retrouver, ben, du coup, au RSA, dans la précarité. On peur, en fait, de tomber plus bas de là où ils sont. Et du coup, ils se disent qu'ils ont besoin de cet argent pour vivre et ils ont besoin de travailler et ils ne veulent pas perdre leur emploi. Et ils pensent que en disant oui, en ne se syndiquant pas, eh bien, ils vont continuer. Sauf que c'est faux. Qu'est-ce que je veux dire? Sauf que c'est faux. Et qu'il y a besoin de se syndiquer et surtout, il y a besoin de s'organiser, de revendiquer. C'est important de revendiquer. C'est important de ne pas se laisser faire, quoi. C'est important on a des droits. Et comme elle dit Juliette, c'est qu'à partir du moment où on fait bien son travail, moi je vois, hein, là où je travaillais, moi des fois, c'est des collègues à moi qui me disent tu vas trop loin, tu vas. Et je lui dis je vais faire quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils me reprochent?
Moi, mon travail, je le fais. Ils vont me faire quoi? Me licencier, mais pourquoi? Ils d'un, parce qu'ils seront plus emmerdés que moi, parce qu'on est en manque de personnel, et nous aussi, dans le médico-social. Donc, ils vont me licencier. Déjà, il va falloir qu'ils trouvent quelqu'un, c'est pas gagné. De deux, je vais les mettre au prud'homme parce que je vois pas pourquoi ils me licencieraient. Et de trois, mais quand je dis des choses, c'est pas. Alors, c'est sûr qu'il faut pas râler pour aller, hein, mais quand on dit des choses justes et qu'en plus derrière, on a des propositions, je pense que là, on ne peut pas être licenciable. Donc, c'est ça le truc, c'est que je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte que revendiquer, ça ne veut pas dire râler. Moi, je ne râle pas à longueur de journée, quoi. C'est vraiment s'organiser, proposer des choses et faire que les conditions de travail s'améliorent. Et en plus, dans nos métiers-là, c'est que si nos conditions de travail s'améliorent, ça s'améliorera pour les personnes aidées aussi. C'est-à-dire que les conditions pour les personnes aidées vont s'améliorer. Donc, c'est du fil à l'aiguille, donc c'est logique. Je voulais juste demander à Karine, est-ce que tu veux intervenir, Karine, puisque toi, tu es syndiquée à la CGT, on est dans la même UL avec Karine, et tu es investie dans ton boulot en tant que syndicaliste. Ouais, effectivement, moi j'ai toujours revendiqué dès le départ que j'étais CGT, sans aucune peur. Et dès que j'ai quelque chose à dire, je le dis parce que à la base je l'ai construit et que même eux-mêmes savent que ce que je dis c'est vrai en fait. Donc ils acquiescent. Mais pour fédérer effectivement les collègues, c'est très très dur, très très dur. J'ai l'impression, moi, des fois, de leur dire un gros mot quand je leur dis, mais revendiquer en réunion d'équipe, je suis la seule à prendre la parole quand il y a des choses qui ne vont pas. Là, je vois actuellement, on travaille un samedi et un dimanche par mois. Ils veulent nous faire travailler un week-end entier. Moi, j'ai beau dire que pour l'instant, oui, c'est comme ça que ça va se passer, mais si on ne fait pas un accord d'entreprise, ça ne sera pas un, mais deux, voire peut-être trois. Et ça, elles ne le comprennent pas, quoi. C'est très dur de fédérer. Non, pas trois. Tu travailles dans quel secteur? Sur quelle convention collective? Je suis dans la BAD. La BAD, c'est pas plus de 1 sur 2. Ouais, donc, il n'y aura jamais 3. tout à fait. Je disais 3, mais c'était avec l'ironie. Ouais, ouais. Et par contre, je ne vois pas comment vous allez le combattre, puisque ça fait partie de la BAD, de travailler un week-end sur 2. Alors, un week-end sur 2, c'est le maximum de ce que l'employeur peut vous demander. Donc, à vous de combattre pour que ça ne soit pas 1 sur 2, mais lui, il peut l'imposer. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, on peut faire un accord d'entreprise. Voilà, quoi. Bah, il n'y a pas réellement besoin d'un accord d'entreprise, mais tu peux, oui, faire un accord d'entreprise pour demander à ce qu'il n'y ait qu'un week-end sur 3, par exemple. C'est ça. C'est pas mal. Mais en tout cas, moi, je le crie haut et fort que je suis syndiquée et CGT de surcroît. Laure, vas-y. Il faut qu'elle remette le micro, là. Ton micro, Laure, ouais. Pardon. C'est juste pour dire que moi aussi, je suis syndiquée, alors CGT aussi. Voilà. Et que moi aussi, dans ma boîte, je le revendique haut et fort, que je suis connue comme le loup blanc et ils savent que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me suis jamais gênée pour le dire. Et que loin de leur idée de me mettre au rencard pour ça, au contraire, je suis plutôt bien respectée parce que ouais, je fais mon boulot et que quand je râle, c'est pour des raisons valables et c'est pas juste pour râler. Et qu'en effet, il ne faut pas avoir peur de syndiquer. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de syndiquer. Et ça, il faut qu'on le répète et qu'on le répète encore et toujours, quoi, parce que, au contraire, le syndicat, c'est ce qui nous protégera. Que ce soit pour les AESH ou pour nous, ou peu importe, dans tous ces métiers du lien, c'est tous exactement pareil. C'est en se syndiquant qu'on arrivera à avoir
peu de poids, quoi. Après, on peut faire plein d'actions en dehors des syndicats et tant mieux. Mais il faut pas avoir peur, surtout pas avoir peur. Karine, tu voulais reprendre la parole? Ah non, j'ai dû faire une erreur. D'accord. Moi, je veux juste dire que sur mon planning, là, j'avais plus de 6 heures, enfin, j'avais 6h30 d'intervention sans pause. Ça s'est produit 2 fois cet été. Quand la première fois, j'ai dit à ma responsable de secteur, qui est depuis à peine un an au bureau, qui était auxiliaire de vie, donc a dû retourner sur le terrain un peu cet été vu la galère, et qui n'était même pas. Elle me dit ah bon, mais je croyais que c'était 7 heures. Elles ne connaissent même pas voilà le droit du travail. Donc si nous on ne l'ouvre pas, ben qui va l'ouvrir? Et depuis que je l'ai dit et que je l'ai redit parce que ça s'est reproduit, et du coup c'était une autre responsable de secteur puisqu'elle a été en vacances, celle avec qui je l'avais dit en premier, et depuis, eh ben, ça ne se reproduit plus. Donc, je l'ai dit en réunion d'équipe et j'ai dit, voilà, j'ai prévenu la responsable du secteur et les filles me disaient, ah, bah, super, bah ouais, mais il y a, enfin voilà, donc il faut, c'est, enfin voilà, je prêche des convaincus, hein, on le sait bien que qu'il faut, il faut leur rappeler parce que des fois, c'est même pas de la mauvaise foi en fait, c'est qu'ils ne connaissent même pas les conventions collectives et le droit du travail, nos responsables. Je vais te répondre quand même. Il y en a qui ne le connaissent pas peut-être, mais il y en a qui le connaissent très bien. Et comme Aurore disait, c'est individualiste. Les chargés de secteur, par exemple dans l'association Ma Fille Travail, est quand même 1000 salariés, connaissent très bien. Sauf que pour elles, ce sera impossible d'appliquer la convention collective. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on fait un contrat de travail modulé 24 heures semaine, elles n'ont pas le choix de les faire travailler 40 heures semaine. Sauf que c'est illégal. Mais elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de bourrer les plannings parce que il faut surtout pas l'intervention annulée, etc. Du fait, si, elles savent et elles connaissent. Moi, je vois bien ici, depuis un an, on n'arrête pas de répéter les droits des salariés de terrain, mais elles s'en battent la race. Sincèrement, je vous le dis comme ça. Donc, celle qui vous dit « Oh, ben, je ne savais pas », il ne faut pas toujours la croire. Laura? Non, rien à compléter. Ah, pardon, Aurore. C'est Laura qui a levé la main. Laura, oui, j'ai dit Laura. Ah. Mais il y a surtout Galou, je ne connais pas ton prénom. Alors, c'est Karine, on s'est déjà vu sur d'autres visios. Tu as déjà parlé parce que je vois ta main toujours, d'accord. D'accord, ok. Et parce que je voyais ta main en l'air, c'est pour ça que je croyais que tu voulais parler. Ah, mais non, je dois déconner. Je ne sais pas comment on l'enlève, alors haut les mains. Ok, pas de problème. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai connu ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Ah, on n'entend plus du coup. On prend une question peut-être? Ouais, si tu veux. Ouais. Il y a une collègue, Laura, si tu veux bien. Une collègue, on a reçu une question. Avec qui parler? Hein? Quelques personnes n'ont pas parlé ce Oui. soir. Est-ce que vous souhaitez parler ou pas? Françoise. Oui, je viens de réactiver mon micro, alors est-ce que ça marche? Oui. Bon. Alors, j'ai retrouvé un mail que j'avais reçu. Donc ici, nous, dans le Morbihan, il va y avoir le 7 octobre une réunion et il est question donc de créer une CGT départementale des aides à domicile. Je lis leur mail, hein, je relis
Donc, d'informer les salariés sur leurs droits, enfin, tout ce que vous avez dit là. Et ça paraît intéressant parce qu'il y a la présence de Soisic Roche, membre du collectif national CGT des aides à domicile. Donc, ça a lieu là, pas loin de chez nous, hein, le Fawet. Donc, ben, je compte bien y aller. Et ça paraît quand même assez intéressant. Je ne sais pas, Aurore, toi, tu es bien placée pour savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Alors, c'est le, Pourquoi tu ris? c'est le projet de la CGT, oui, Ouais. de faire des syndicats de l'aide à domicile. Et donc, du coup, ça a été une demande qui a été envoyée. Donc, il y a un collectif. Il faut savoir voilà, qu'il y a un collectif d'aide à domicile au sein de la CGT qui regroupe du coup les 3 fédérations qui Ouais. représentent le secteur. Et du coup, ce collectif a envoyé des courriers aux UD, donc aux unions départementales, pour leur demander de travailler donc, sur la question de l'aide à domicile et du coup de créer, de permettre la création de syndicats de l'aide à domicile qui seraient chapeautés par les unions départementales. Donc voilà, donc c'est des projets qui se font. Donc il y a des unions départementales qui se sont intéressées à ce projet, d'autres voilà, qui tapent en touche ou qui ne sont pas là. Ou, voilà, tout dépend aussi hein, du secrétaire de l'union départementale, de sa sensibilité à ce projet. Mais oui, ça peut être intéressant aussi si dans le Morbihan, le représentant, le secrétaire de l'UD s'y penche dessus, c'est bien. Donc oui, donc tu peux Alors, y aller. j'ai une question à toi, Aurore, si je peux. Ouais, dis-moi. Pourquoi créer des sections syndicales comme ça d'aide à domicile, or que Sud Santé Sociaux ou FO même veulent inclure les aides à domicile dans le Ségur de la santé. Oui. C'est un peu contradictoire. Si on se Ah bat oui, mais oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, là, c'est une question de fédération. Après, c'est des conflits de fédération là, qui se jouent. Et en fait, si tu veux, c'est la Confédé qui a repris ça en charge en créant le collectif de l'aide à domicile. Donc, ça touche un peu au niveau des fédérations. Mais du coup, la Confédé voit bien qu'il y a un manque au niveau de la CGT sur ce secteur-là. Et c'est pour ça que la Confédé propose aux UD de s'occuper de monter des syndicats à échelle locale, c'est-à-dire à échelle départementale sur ce secteur-là. D'accord. Voilà. Laura? Oui. Donc, je redis, il reste plus de minutes. On avait dit qu'on bouclait voilà, facilement. Mais je voulais juste dire à Françoise, tu peux mettre le courrier dont tu as parlé ou l'invitation sur le Facebook, ça serait génial, si tu veux bien d'ailleurs. Ensuite, donc Karine, je ne sais plus si tu voulais parler ou pas, ou Vessa, dont je ne vois pas le prénom, si vous voulez intervenir. On ne Oui, fait plus de questions. oui, bonsoir. Bonsoir Vessa, c'est comment ton prénom? Patrick, je connais bien Patrick. Christelle. Voilà. D'accord. Bonsoir Ok, Christelle. bonsoir. Voilà, bah, je Ça va, n'osais pas intervenir parce que on m'avait dit qu'il y avait déjà trop de personnes et que je devais simplement écouter. Alors donc j'ai eu une personne, j'ai contacté aujourd'hui, j'ai expliqué ce qui se passait et donc je fais aussi partie de la CGT de Bordeaux-Gironde et oui, et donc ben, c'est vrai que je vous ai écouté toutes et tous. Ben, il n'y a qu'un seul monsieur qui est là, on est rare. Et donc, enfin, nous, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a un manque d'information à tout niveau. Et donc, moi, j'ai fait plusieurs stages à la CGT de Bordeaux pour me former en tant qu'élu, mais aussi en tant que pour le CSE, enfin, parce que j'ai que 2 ans d'ancienneté pour la CGT, donc je suis un peu novice. Donc, j'écoute beaucoup. Mais le souci, c'est que les gens il y a un manque d'information, il y a un manque de prospectus à laisser dans les associations afin d'informer les salariés. Et aussi, il y a aussi une mauvaise image que renvoient parfois certains syndicats. Et donc, il n'y a pas une unité. On a tous les mêmes problèmes, désaffection de personnel,
on a tous la même clientèle et bénéficiaire, mais en fait, tous ces organismes ne sont pas front commun. Et c'est dommage parce que quelque part, on pourrait être différents apolitiques ou apartisanes, afin de se trouver des solutions ensemble pour faire évoluer ces métiers de l'aide à domicile qui sont si mal reconnus, si mal payés. Voilà, donc ce que je voulais dire, et pour les prochaines peut-être sessions, eh ben, de trouver vraiment un débat constructif et pour trouver des solutions pour qu'on soit crédible auprès de nos politiques et auprès des décideurs financeurs. Voilà. Alors, je vais parler derrière Patrick. Aurore, je m'adresse à toi. Patrick, il est syndiqué CGT, donc à Bordeaux, hein, en Gironde. Et ses renseignements, il les a à moi, qui, moi, représente Sud Solidaire. Alors, il y a un gros problème, justement. C'est qu'à chaque fois qu'il interroge son UL, hein, son UD, il n'a jamais les informations. Donc, c'est vrai qu'il est grand temps de développer, quoi. Ouais. Alors, on va être clair, hein, ce qui fait un syndicat, ce n'est pas le syndicat, c'est la personne aussi. Hein. Moi, je vais être honnête, hein, je ne suis pas toujours d'accord avec ma fédération, je ne suis pas toujours d'accord avec mon syndicat. Ce qui fait un syndicat, c'est la personne. Voilà. Donc, et au niveau Bordeaux, tu connais personne, c'est ça? C'était plutôt dans ce sens-là. Oui, si, au niveau de l'aide à domicile, je peux essayer de lui donner des contacts, oui. Mais il a un contact, hein, mais à mon avis, elle doit être surbooker aussi, la dame, si elle est toute seule. Mais Comment bon. elle s'appelle Hein? Patrick, comment elle s'appelle le contact que tu as sur Bordeaux? Elle travaille chez Edomi à la CGT. Ah oui. Et je l'ai vue en réunion avec Alima, qui est ma collègue de délégué personnel et du CSE aussi. Oui. Et donc, on a assisté à 2 ou 3 réunions avec elle. Mais bon, je l'ai contactée dernièrement. Elle n'a pas répondu à mon appel parce que j'avais des questions par rapport à un licenciement qui va avoir lieu suite à un accident de travail, que je vais être déclaré en incapacité. Voilà, donc c'était pour des renseignements par rapport à ça. Après, ce n'est pas très grave. C'est sûr que c'est la personne qui fait le syndicat. Hein. Et c'est sûr qu'aussi, on ne peut pas être connecté 48 heures sur 24. Après, il faut savoir que quand on est peut-être qu'elle a besoin d'aide, cette dame, justement. Voilà, après, le problème aussi que des syndicalistes, c'est que quand même, il ne faut pas oublier qu'en même temps, on travaille et que les heures de délégation sont de plus en plus réduites, que beaucoup de représentants syndicaux n'ont même pas d'heures des fois de délégation, en fonction de si c'est une section syndicale, syndicat, bon, patin ou fin. Donc, du coup, on prend quand même sur notre temps perso. Et il faut dire aussi que quand, en général, on est syndiqué, on ne fait pas que du syndicalisme, mais on fait souvent de l'associatif ou de la politique aussi. Et que du coup, notre téléphone chauffe, notre cerveau chauffe, et que des fois, ça peut être compliqué à répondre à toutes les questions. Voilà, on est des êtres humains. Et que voilà, et alors je peux comprendre que les salariés, des fois, se disent les syndicats, ils font rien. Mais voilà, il faut savoir que ça repose des fois sur peu de personnes qui font tourner la boutique et que du coup, ces personnes-là, elles sont, elles peuvent être fatiguées et elles ne sont pas invincibles. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que les syndiqués, c'est bien quand ils s'investissent. Je pense que quand on est. Et moi, c'est pour ça que avant de faire syndiquer quelqu'un, je prends du temps pour voir quel est son intérêt en fait. C'est-à-dire que quel est l'intérêt personnel et aussi collectif de cette personne avant de le syndiquer, parce que je me dis, moi j'ai pas envie d'avoir des gens qui ont juste une carte. C'est un engagement aussi se syndiquer, je pense. C'est un engagement collectif et personnel. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'aussi on a besoin de. Parce que souvent sur le papier, on a beaucoup de syndiqués et quand on fait des réunions ou quand on demande qui fait quoi, et bien, on se retrouve toujours les mêmes à se regarder dans le blanc des yeux et voilà, et à être au four et au moulin en même temps. Donc voilà, alors donc du coup, oui, je vois de qui tu parles et peut-être qu'elle est un voilà, peu. et je pense qu'elle est surbookée. Ouais. En fait, c'était juste aussi pour prouver à tous ceux qui suivent cette vidéo que malheureusement,
il y a très peu de personnes très volontaires et mettent sa vie en aparté pour s'investir totalement. Et du fait, ça retombe toujours un peu sur les épaules des mêmes personnes. Et malheureusement, des fois, quand il n'y a pas de réponse, il ne faut pas forcément dire que le syndicat ne fait rien. Parce que des fois, voilà. Et des fois, on en a ras-le-bol aussi. Ras-le-bol d'être toujours dérangé. On n'a plus de vie. Et des fois, on se dit, mais merde, aujourd'hui, stop, voilà, je ne répondrai pas. Ou demain, je ne répondrai pas non plus. Après, c'est humain. Voilà. Laura? Laura? Je crois qu'elle ne capte plus. Ah. Mais je crois qu'elle voulait dire qu'il fallait qu'on coupe. Oui, alors avant de couper, je voulais quand même répondre à une question qui avait été posée en amont. C'était sur la durée du travail. Oui, ça passe. Okay. Je vais te répondre, ça va mettre très peu de temps. Sur la durée du travail, etc., etc. Je réponds. Donc, la durée du travail. Tu réponds à qui? C'est des questions qui avaient été posées. Attends, excuse-moi, Christelle. Je voulais simplement dire qu'il est déjà 22h10 et qu'on peut garder les questions qui restent pour la prochaine fois et puis certainement refaire une visio parce que sinon, là, on est parti pour la nuit. D'accord. Comment? Si tu veux, c'était juste sur la durée du travail. C'était juste sur la durée du travail. Oui, mais parce qu'il n'y a pas qu'une question, il y en a plusieurs encore. J'ai tout regroupé. Donc, si tu... Après, on peut faire des réponses écrites aussi. Hein. D'accord, si tu veux répondre comme tu veux. Moi, en tout cas, je ne peux pas rester. Je vais vous laisser parce qu'on avait dit 22h. Et à bientôt, c'est pas grave. Comme tu veux, hein. On peut refaire une vidéo. On reprend un rendez-vous avec tous ceux qui sont intéressés sur les amplitudes, la durée et les heures supplémentaires. Oui, on peut faire aussi des réponses écrites, hein, c'est possible. Oui, carrément. Ça, c'est vraiment bien. Peut-être continuer le fait de... que si vous avez d'autres questions plus tard, on peut aussi répondre, vous pouvez nous envoyer des messages et on peut répondre aussi par écrit. Ouais, super. Bah déjà, si vous pouvez faire des réponses écrites sur les questions du coup qu'on vous a transférées, ça serait top. Je vais me les redonner à moi, parce que moi... Ouais, t'inquiète, je les ai. Si tu veux, je réponds, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ok, comme ça, on pourra revenir vers les collègues et du coup, avant de clore et avant de vous remercier tous, Alex. Oui. Donc moi, je vais vous donner les infos sur la prochaine visio. Donc, qui aura lieu le 19 octobre de 17h à 19h. Le thème abordé sera la santé au travail avec Patrick Dubreuil, médecin du travail, du coup, et Véronique Le Tourneux, qui est psychologue du travail. Voilà. Donc, du coup, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur la boîte du mail ou sur les réseaux sociaux du collectif. Karine, tu voulais dire une chose? Oui, je voulais vous demander, du coup, les réponses, elles sont sur quel support? Les réponses écrites, on peut les voir sur quel support? Du coup, il faut qu'on voit entre nous. Moi, je dirais que comme ça, a priori, sur le groupe Facebook. D'accord. Je pense qu'on pourra faire des tweets aussi, questions-réponses, tu vois, aussi que ça soit sur Twitter. Mais a priori, comme les gens nous ont quand même posé des questions via le groupe, on les mettra sur le groupe, quoi. Enfin, je pense que ça me semble cohérent, mais à voir avec les collègues du collectif. Ok. Moi, tu me dis où je dois répondre et je remets les questions et je réponds, je remets les questions, je réponds, je remets les questions, je réponds. Du coup, on va garder le fil de la visio, tu vois, qu'on avait créé pour les questions qui sont déjà arrivées. Et puis, comme ça, on clôturera ce fil après. Laure? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait créer sur le Facebook un salon particulier sur le syndicalisme et justement pour répondre à ces questions. Excellente idée. Carrément. Très bien. Ouais, super. Salut Françoise. Salut Françoise. Patrick, du coup, je suis désolée. Je pense qu'on s'est mal compris parce qu'en début de visio,
Voilà, il a été dit que tout le monde pouvait s'exprimer, bien évidemment. Donc écoute, on fera mieux niveau communication la prochaine fois. Oui, bon, C'était c'est pas notre grave. première. Voilà, c'était une première. Et la prochaine fois, je mettrai mon visage parce que je m'aperçois qu'il fallait cliquer sur la vidéo pour voir le visage. Voilà. Bon, ben, la prochaine réunion, ben, je mettrai mon visage. Voilà. Je pensais que tu voulais pas qu'on le voit Vu, parce que j'ai dit aussi en début de visio que comme c'est enregistré, voilà. pour celles et ceux qui souhaitaient pas, mais voilà. Non, non, mais parce que j'ai pas appuyé le bouton, mais on m'avait dit qu'il fallait d'abord que j'écoute avant d'intervenir. Donc voilà, après on m'a donné la parole, c'est pour ça que je suis intervenu discrètement. Voilà. Qui c'est qui devait remercier? C'est Laure. Vas-y, Laure. Bon, bah là, on va clôturer cette visio. Je voudrais remercier Christelle et Aurore d'avoir animé, de nous avoir éclairé de leur lumière pour le syndicalisme. Je pense qu'il y a certainement à terme une autre visio qui se fera sur ce sujet-là parce que j'ai l'impression que il y a encore beaucoup de questions à répondre. Et oui, et puis on va voir pour créer ce salon, comme ça, peut-être qu'on pourra justement passer par ce biais pour répondre aux autres questions. Donc, je voudrais remercier tout le monde d'avoir été présent et puis en espérant qu'il y en ait d'autres et qu'elles soient constructives.